Oui, oui, j'attends. Bonjour, je suis donc Dominique Roux, professeure à Paris Sud, et j'interviendrai sur la résistance du consommateur et la reconnaissance. Donc, comme l'a dit Christophe, c'est un travail qui a été développé depuis 3 ans et demi dans le cadre d'un projet ANR qui réunissait 25 chercheurs à l'échelon européen et qui est actuellement terminé. Donc, il a fait l'objet d'une publication chez Economica d'un ouvrage intitulé « Marketing et résistance des consommateurs ». Alors, ce thème, je vais l'aborder finalement avec une proposition en 3 points, sachant que rapprocher ces 2 termes relève un peu de l'antagonisme et du paradoxe. On peut se demander en effet pourquoi, si l'on identifie le client, qui est la première forme de reconnaissance, si on comprend qui il est et si on le remercie d'entrer en relation avec l'entreprise, eh bien on peut se demander pourquoi cela déclencherait de la résistance et de quelle sorte. En réalité, ma proposition va un peu plus loin que cela, puisque j'essaierai de démontrer, ou de montrer, d'une part que la résistance, c'est un impensé du discours marketing qui tient à l'essence même de la discipline. On ne parle pas de résistance. Le marketing est une discipline performative qui essaie de mettre en pratique ce qu'elle a comme théorie ou comme technique et qui s'intéresse finalement peu, parce que ça dérange cette vision performative, à ce que le consommateur peut faire contre ou dans le sens contraire, en tout cas, de ce que le marketing essaie de performer. Bon, ça c'est mon premier point. Le second, c'est que la résistance, c'est un effet, pour moi, des discours, précisément, du marketing, et plus encore des écarts qu'il crée entre ces discours et ces comportements ou les dispositifs qu'il met en place. Et la troisième proposition, que je développerai à l'aide d'un exemple, c'est de dire que finalement la résistance, c'est une demande, une exigence aujourd'hui de reconnaissance, et je préciserai ce que j'entends par reconnaissance. Alors pour résumer, parce qu'en 10 minutes je n'aurai pas le temps de faire mieux, ce qu'est la résistance du consommateur, qu'est-ce qu'on met ou qu'est-ce qu'on entend derrière, sur quoi portent les recherches aujourd'hui, je m'appuierai sur deux grandes évolutions, si vous voulez, de ces comportements anti ou contre les firmes ou leurs techniques. Alors, c'est donc un angle mort de la pensée marketing qui a été particulièrement bien étudié sous l'angle des mouvements ou de tout ce qui est collectif, visible et audible, et notamment les travaux sur les boycotts datent d'un certain nombre d'années, les boycotts eux-mêmes datant de la fin du XIXe siècle aux États-Unis, donc ce n'est pas une protestation nouvelle. Ce qu'il est davantage, c'est les évolutions que l'on voit aujourd'hui, qui se situent dans cette mouvance toujours visible, audible et repérable, par exemple les barbouillages publicitaires, et puis plus récemment des formes qui ne sont pas encore étudiées, mais que l'on commence à voir poindre, de happening des consommateurs, par exemple contre la grande distribution, avec des motifs que je n'ai pas le temps de développer, mais qui sont quand même très intéressants, avec des revendications assez profondes. Alors, ce que nous avons observé en dehors de ces mouvements audibles et repérables, ce sont des manifestations qui, elles, sont moins repérables, moins visibles, moins audibles, qui sont plutôt de type exit, c'est-à-dire de sortie du marché, que d'expression contre des firmes en particulier, et qu'on voit par exemple avec bricolage identitaire sur des marques, ou des formes de plainte, et c'est l'exemple que je développerai tout à l'heure, qui sont des démarches individuelles, mais qui vont rebasculer dans des formes collectives qu'on peut observer aujourd'hui, ou bien des formes de déconsommation du marché, la simplicité volontaire étant un mouvement, par exemple, très très développé aux États-Unis. Chez nous, moins visible, enfin en tout cas moins incarné dans des supports ou dans des organes de presse, par exemple. Alors la deuxième tendance qu'on peut mettre en évidence, c'est que les attaques étaient ciblées contre des firmes, notamment à travers les boycotts, mais qu'elles évoluent vers des formes de désengagement vis-à-vis du système marchand. Par exemple, des économies du don, du troc. Alors ça, c'est l'exemple de Burning Man aux États-Unis. Il est assez peu connu en France, mais c'est une manifestation qui réunit plusieurs milliers de personnes et qui constitue une sorte de carnaval anti-consommation. Donc le troc, les systèmes d'échange locaux, voilà, ce sont des formes d'évasion du marché qui ne contestent pas particulièrement les pratiques d'une firme ou d'une autre, mais tout le système dans son ensemble. Et puis des pratiques qui font l'objet d'une étude
qui est relativement récente, qu'on appelle le friganisme ou le déchétarisme. On organise un colloque fin juin à Marseille, le 25 et 26 juin exactement, sur anti-consumption et consumer resistance, et on a des collègues américains qui travaillent là-dessus. Alors, une définition pour montrer en quoi ma proposition d'analyse de la résistance comme un écart entre des discours et des pratiques peut tenir. La résistance, en fait, on l'analyse à travers les exemples que vous avez vus, qui sont très résumés, comme des formes variables d'opposition qui varient donc selon les individus, le moment, mais aussi les caractéristiques de la situation, et qui répondent à la perception de situations de pression ou d'influence que le consommateur repère et dans lequel il perçoit des dissonances entre soit des discours, soit des logiques, soit des pratiques qui lui semblent dissonances par rapport à son système de valeurs ou qui le sont entre elles. Alors, j'ai illustré avec 3 exemples, mais je pense que Yann Classen en a fait une magnifique introduction. L'effet des dissonances entre discours et action, c'est par exemple de cadrer le consommateur comme libre, alors qu'en réalité, on l'enserre dans des dispositifs de surveillance ou de tracking. C'est de lui dire qu'il est autonome, c'est-à-dire qu'il est capable de décider par lui-même, alors qu'on l'assiste en permanence avec des outils. Voilà l'exemple d'Amazon qui définissait eux-mêmes la façon dont ils organisaient le choix à partir des données collectées sur les internautes. Et c'est aussi, et là c'est un exemple qui est tiré d'un tout à fait autre sujet, qui est la télévente, mais je crois qu'on aura une intervention tout à l'heure sur le sujet, des écarts entre promesses, donc promesses de cadeaux en l'occurrence, une répondante dans une étude qualitative que j'ai réalisée sur la résistance aux techniques, enfin à la télévente essentiellement, à laquelle on promettait un cadeau qui était un magnifique meuble de hi-fi, donc voilà comment on cadre le discours, et qui me raconte qu'elle se retrouve, elle me montre l'objet d'ailleurs, avec 4 planches en plastique qui s'écroulent sous le poids de sa télé, et voilà ce qu'était le magnifique meuble de hi-fi. Bon. Alors j'en passe à l'exemple suivant que je vais développer un peu plus, c'est un cas en cours et qui montre bien ce que peut être la notion, enfin c'est ce fameux écart entre discours et réalité pour le consommateur, entre reconnaissance, mais laquelle, et puis perception. Donc les 3 Suisses ont ont publié une offre sur Internet d'un téléviseur à 179,99 €, qui en réalité était affiché, vous le voyez, c'est la véritable offre qui est parue, avec moins 90% de rabais. Donc on a eu évidemment une avalanche de commandes de ces téléviseurs. Et puis le 10 août, ils ont annoncé qu'il s'agissait d'une erreur. Voilà. Ils ont confirmé dans l'intervalle des commandes et ils ont envoyé un message circulaire d'excuses que voilà. Alors il est très peu lisible, mais ça dit tout simplement « Nous nous excusons de l'erreur qui a été commise, nous espérons que vous resterez fidèles aux 3 Suisses, etc. » Réponse des clients, ils ont créé un site internet. Ils ont posté des pages sur Facebook, ils se sont réunis, donc le créateur du groupe est un informaticien, et ils ont organisé, ce qui n'existe pas en France, c'est une action collective, donc l'action de groupe n'existe pas, mais ils ont réussi à finalement en monter une sans support, et ils sont 400 aujourd'hui à avoir le même avocat et attendre que se plaide leur affaire. L'argument du créateur, c'est de faire justice d'une part et de faire un exemple pour cette firme. Donc voilà ce à quoi on arrive, je vais passer sur les arguments qu'il développe, voilà ce à quoi on arrive, c'est à une exigence de reconnaissance de la part du client qui certes est un numéro auquel on répond par une lettre circulaire, même en mettant cher monsieur ou chère madame, mais qui en réalité attend autre chose de la relation avec l'entreprise. Donc ça c'est un article de 2006 qui explique parfaitement dans son introduction qu'à partir du moment où on cadre le consommateur comme souverain, comme au centre de la relation, eh bien, il attend exactement qu'on le traite comme on le lui dit, et sinon il perçoit ça comme une trahison. Alors je vais finir en conclusion par un point sur la reconnaissance. Quelle reconnaissance? Eh bien, pour moi, il y a un trop-plein d'identification, qui est la première forme de reconnaissance, qui est en plus individualisante, et les consommateurs y répondent par de la coalition, de la médiatisation, et se groupent, et ils se battent ensemble. Le deuxième point, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance, de considération. Le consommateur est objectivé et il va répondre dans l'action en devenant sujet,
lutter contre l'entreprise, c'est une manière de récupérer son statut de sujet. Et le troisième point, c'est qu'il n'y a à mon sens pas assez de gratitude et que la démarche punitive est la réponse à ce manque de gratitude. Les risques, j'en vois 3. C'est la faillite du discours de l'entreprise. Elle ne reconnaît pas correctement le client et le client ne reconnaît pas son discours non plus. D'autre part, les dispositifs qu'elle manipule contre lui, eh bien, il les retourne contre elle. Et selon moi, et c'est la suite des travaux qu'on mènera sur ce thème, c'est que la résistance ou la propension globale à résister s'accroîtra avec le temps et avec ce genre de pratique. Je vous remercie de votre attention.